Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. La faible mobilisation des ressources pour faire face aux besoins humanitaires au Mali préoccupe. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour le Sahel en a parlé ce matin au cours d'une audience avec le Premier ministre Robert Pipert. À sa sortie d'audience a été interrogé par Mamari Koné. Je suis passé pour payer mes respects au Premier ministre. Je vous remercie pour la collaboration très bonne et étroite entre la communauté humanitaire et le gouvernement, mais aussi souligner au Premier ministre les besoins humanitaires énormes qui continuent au Mali. En particulier, nos inquiétudes que l'appel humanitaire pour ce pays est seulement à peu près 33% financé, malgré le grand succès de Bruxelles, malgré les besoins énormes de la population au nord, au sud du pays, des besoins d'alimentation, des besoins de santé, des besoins d'éducation, de nutrition. Et donc je suis passé quand même lui demander que le gouvernement double ses efforts à assurer qu'un financement va arriver pour cette population tellement vulnérable. Aujourd'hui, en particulier, on a besoin que le gouvernement souligne aux bailleurs de fonds du Mali que certains de ces promesses à Bruxelles doivent être débloqués, qu'effectivement l'argent doit bouger pour ce travail humanitaire qui est d'une urgence tellement élevée. Négociations à Ouagadougou sur la situation de Kidal. Les autorités de la transition relèvent quelques points non négociables dans la dernière version de l'accord proposé par la médiation internationale. Les discussions se poursuivent avec les deux parties. La médiation internationale entend redoubler d'efforts pour parvenir rapidement à un compromis entre Bamako et les groupes rebelles. Le récit de nos envoyés spéciaux à Ouaga, Ibrahima Traoré et Tidi Kamara. Nous allons revoir les parties à nouveau aujourd'hui. Le plus important, c'est de véritablement s'entendre que l'armée malienne puisse effectivement se redéployer à Kidal. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle quant au fond. Tout le monde est d'accord que l'armée malienne se redéploie à Kidal dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Il reste maintenant à s'accorder sur des formulations, mais bon, ça je crois que à force de se concerter, on finira par trouver la bonne solution. On avait voulu que les discussions se passent en plénière et que les parties puissent interagir directement. Là, la délégation gouvernementale préfère encore voir la médiation de manière séparée. Nous allons évidemment les recevoir et puis essayer de voir sur quoi portent ces amendements. S'ils ne touchent pas au fond et s'ils ne changent pas l'équilibre général du texte, ben, pourquoi pas. Dernière question, votre deadline c'est quand? Non, moi j'ai pas de deadline. Nous sommes à la disposition des parties maliennes, nous sommes à la disposition de la communauté internationale pour la cause de la paix. Vous l'avez suivi, c'était plutôt le ministre burkinabé des Affaires étrangères Djibril Bassolé sur les négociations entre autorités maliennes et groupes rebelles au nord du pays. En tout cas, sur le terrain, les troupes maliennes ont le moral au beau fixe. Elles continuent leur opération de sécurisation de la ville d'Anéfis où les populations reviennent d'ailleurs à masse. Le chef des opérations militaires, le colonel-major Didier Dako, a affirmé que sa troupe est à l'écoute des autorités politiques, car selon lui, l'armée malienne est républicaine et respectueuse des institutions. Il a dit au micro du Codi Civique qu'il a joint ce matin au téléphone. Actuellement, la situation est calme. Depuis notre arrivée à Anéfis le 5 de ce mois, la situation reste toujours la même, calme, sereine. Les populations ont commencé à venir dans leurs maisons à Anéfis. On enregistre réellement une action des populations sur la ville actuellement. Et tout se passe actuellement vraiment très bien. Et nous sommes dans la localité d'Anéfis, dans ses abords. Et il n'y a jamais eu de coups de feu ou d'actes de banditisme ou d'autres présences de groupes armés dans nos alentours. Tout se passe pour le mieux quand même ici à Anéfis actuellement. La ville d'Anéfis et ses environs, depuis que nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui,
aucun problème, ni pour nous, les militaires ici, ni pour la population civile. Les populations vaquent vraiment très, très librement à leurs activités. Et nous continuons à être très, très vigilants ici, particulièrement pour leur sécurité. Et tout se passe très bien. Quel message vous voulez lancer à la population, colonel? Le message que j'ai pour la population, c'est que, à l'état actuel des choses, je pense que le Mali est vraiment sur le bon cap pour sortir de cette double crise que nous avons vécue déjà depuis un bout de temps. Et c'est le résultat d'une synergie d'action, la société civile, de tout le monde, et de nous-mêmes militaires aussi. Et chacun a certainement joué sa partition. Et je crois qu'il serait important que chacun comprenne que ce cap doit être maintenu actuellement jusqu'aux élections en premier lieu et jusqu'à vraiment la sortie de crise. Je crois que les choses se passent réellement très très bien actuellement. Donc j'en appelle vraiment à la patience de toutes les populations maliennes pour qu'elles comprennent qu'une maladie qui entre dans un pays aussi facilement ne sort pas aussi facilement. Ça prend du temps et il faudrait que nous jouions avec ce temps. Il faudrait aussi que nous ayons confiance à nos institutions, il faudrait que nous ayons confiance à nos autorités qui gèrent la crise à d'autres niveaux que nous ne maîtrisons certainement pas. Donc nous, militaires, nous demeurons quand même une armée républicaine et nous sommes formels là-dessus. Nous resterons à la disposition de l'instrument politique pour la gestion de cette crise. Et c'est pour cette raison que à tout moment, nos oreilles sont tendues exclusivement à l'écoute de nos autorités pour l'exécution des tâches que nous confient. Donc nous sommes une armée républicaine et nous demeurons tels. Nous restons formels à cela, mais nous pensons aussi que les populations à tous les niveaux de la hiérarchie doivent vraiment contribuer à maintenir le cap que nous avons déjà actuellement. Et nous espérons que très bientôt, cette double crise ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour notre pays qui doit se lancer maintenant sur un combat qui en vaut vraiment la peine. Ici à Bamako, la 8e session ordinaire du Conseil économique, social et culturel a connu son épilogue. Des propositions et d'autres amendements ont été approuvés en vue de trouver des solutions aux besoins, attentes et problèmes de la société civile, et cela dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture et l'immigration. Mahamadou Doumbia pour les détails. 2 semaines après des débats, discussions et propositions de solutions, les travaux de la 8e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel ont pris fin. Conscient des difficultés et autres défis qui assaillent souvent nos compatriotes, tant de l'intérieur que de l'extérieur, cette session ordinaire aura permis de trouver des pistes de solutions aux attentes et besoins exprimés par nos compatriotes. Le monde est soumis de plus en plus au rythme d'un développement qui souvent échappe à toute notion de symétrie, qui exige de nous de nouvelles aptitudes qu'il nous faut acquérir vite si nous voulons avancer de façon efficiente. Parmi les multitudes de propositions, on retient entre autres la réhabilitation des installations électriques dans des structures sanitaires, le renforcement de la lutte contre la vente illicite de médicaments, le recrutement d'enseignants de qualité en nombre, l'encadrement de la jeunesse, entre autres. Mieux, le Conseil économique, social et culturel soutient l'armée qui doit rentrer à Kidal, sans oublier le respect strict de la date du 28 juillet 2013 pour les élections présidentielles. Nous sommes intransigeants par rapport à l'indivisibilité du Mali. Les recommandations finales issues de cette 8e session seront transmises au gouvernement. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation a été reçu en audience ce matin par les présidents de 2 institutions. Il s'agit de celui du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et culturel. Les détails de ces audiences avec Souleymane Kenza Sidibé. Pour la série d'audiences, le président de la commission Dialogue et Réconciliation était accompagné de ses commissaires et du responsable de la communication. Au menu des échanges avec le président du Haut Conseil des collectivités, les mécanismes du dialogue inclusif, le savoir-faire et les expériences en la matière étaient au cœur de la visite de courtoisie certes, mais ayant vite pris les couleurs d'une véritable séance de travail. Exercice tout à fait logique si l'on sait que le pays compte aujourd'hui 1800 élus locaux, un puissant relais pour la commission Dialogue et Réconciliation. Le Haut Conseil des collectivités, je l'ai dit tantôt, est incontournable. C'est un véritable partenariat qui doit s'instaurer entre nous et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous serons amenés à travailler avec eux, qui vont servir de véritables relais pour que nous puissions vraiment accéder à la population, pour que nous puissions dialoguer. Les 10 888 conseillers communaux, chacun traîne derrière lui une portion de la population.
Donc, en les touchant, les 10 888 conseils communaux, on a touché les 14 millions de Maliens. Si pour le président du Haut Conseil des collectivités, l'État doit accorder tout le temps nécessaire à la Commission, pour le président du Conseil économique, social et culturel, l'impunité ne doit pas être démise, mieux les Maliens doivent évoluer, le monde évolue. Nous estimons aujourd'hui qu'il devait y avoir plus de justice, plus d'équité et plus de partage, parce que les ressources dont le Mali dispose aujourd'hui devraient être équitablement réparties. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation était venu prendre langue. Apparemment, les deux s'accordaient pour l'essentiel, pour le Mali éternel. Je vous l'annonçais il y a quelques minutes, les négociations à Ouagadougou sur la situation de Kidal. Les autorités de la transition relèvent quelques points non négociables dans la dernière version de l'accord proposé par la médiation internationale. Les discussions se poursuivent avec les deux parties. La médiation entend redoubler d'efforts pour parvenir rapidement à un compromis entre Bamako et les groupes rebelles. Le récit de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Tedje Kamara. Au nord du Mali. À cela s'ajoute le redéploiement sans condition et sans délai de l'armée à Kidal, ainsi que le désarmement et le cantonnement immédiat des groupes armés. Nous nous sommes entendus sur la quasi-totalité des questions, sur, bien entendu, le respect de l'intégrité du territoire national, sur l'unité nationale, sur la forme laïque et républicaine de l'État, sur l'exigence de désarmement des groupes armés, conformément à la résolution 2100 du Conseil de sécurité. Nous nous sommes également entendus, et c'est clair et net, que les forces de défense et de sécurité du Mali retourneront à Kidal dans les meilleurs délais et suivis par l'administration et les services techniques de base. Maintenant, ce qui reste, c'est nous entendre sur les modalités concrètes de ce déploiement des forces de défense et de sécurité, et plus particulièrement dans la formulation de ces modalités concrètes. Les autorités de la transition n'entendent pas paraffer un document qui pourrait compromettre la paix et la stabilité du pays dans l'avenir. C'est pourquoi l'émissaire du président de la République par intérim et sa délégation multiplient les consultations internes et avec les partenaires du Mali. La médiation, de son côté, compte redoubler d'efforts pour parvenir à une mouture consensuelle. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle quant au fond. Tout le monde est d'accord que l'armée malienne se redéploie à Kidal dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Il reste maintenant à s'accorder sur des formulations, mais bon, ça je crois que à force de se concerter, on finira par trouver la bonne solution. Les négociations ont été endeuillées ce lundi avec le décès à Ouagadougou de Melaynine Ould Badi, coordinateur et porte-parole des Arabes. La délégation malienne et les autorités burkinabées sont allées présenter leurs condoléances à la famille et aux collaborateurs de l'illustre disparu. Je vous l'annonçais dans les titres, un colloque national sur la justice transitionnelle au Mali a démarré ce matin. 3 jours durant, les participants maliens et étrangers vont mettre en place des mécanismes à même de lutter contre l'impunité et pour une réconciliation nationale. Le compte-rendu de Modibo Mariko. Quelle justice transitionnelle pour le Mali? Une question qui vient à propos pour notre pays, qui traverse une des plus graves crises de son existence, crise qui a nécessité d'ailleurs une période transitoire. La question vient aussi à propos au vu de nombreuses violations des droits humains dont la prise en compte n'est pas forcément prévue par la justice classique. Lorsque je suis victime, lorsque ma famille est victime, lorsque j'ai perdu mon fils, ma femme, mon père, ma mère dans une crise comme celle-là, et que j'entends qu'il y a un accord de paix et qu'il y a une amnistie générale, j'ai un sentiment que l'impunité a triomphé. J'ai un sentiment que justice sera parfaite. Mais non, justement, il faudrait que cette justice-là se fasse et l'on ne peut pas utiliser le système classique de justice. Le Mali n'inventera donc pas la roue. Il s'agit toutefois pour notre pays de mettre en place des mécanismes qui partent de nos réalités pour réconcilier les binômes, recherche de la paix et combat de l'impunité. Le Mali a choisi le chemin de la justice et non de l'impunité. Il n'a pas opté pour la banalité du mal. Ainsi,
Toutes ces violations des droits de l'homme ont donné lieu à une action judiciaire. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'en dépit de la volonté des acteurs de la justice, notre appareil judiciaire n'a pas été préparé à faire face aux besoins de justice. À lui seul, il ne saurait étancher la soif légitime de justice. Dans la quête d'une justice transitionnelle de nos besoins, nous avons fait le choix d'une démarche participative et inclusive. L'espace de 3 jours permettra à plus de 150 participants, parmi lesquels des compétences nationales et des experts venus d'ailleurs, d'échanger sur le thème de la justice transitionnelle, ses enjeux, ses défis, ses perspectives, ainsi que les différentes expériences de sa mise en œuvre en Afrique et à travers le monde. L'objectif est d'arriver pour cela à la réconciliation nationale et à la paix durable dans notre pays. Dernière phase des examens scolaires de fin d'année avec aujourd'hui les épreuves du brevet de technicien première et deuxième série et celles des instituts de formation des maîtres. À Bamako, les épreuves ont démarré à 8 heures dans la sérénité. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a visité quelques centres. Nando Dambélé pour le compte-rendu. Du progrès et de l'école de formation industrielle pratique sur la rive droite qui ont reçu la visite du ministre Bokar Moussa Diarra pour le brevet des techniciens, toutes séries confondues. Ils sont au total 57 475 candidats, dont 29 432 à Bamako à subir les épreuves. Quant aux instituts de formation des maîtres et l'égir de Tombouctou délocalisés à Bamako, l'école de formation des éducateurs préscolaires, 15 847 candidats subissent les épreuves. Pour le moment, le sujet est abordable. Pour le moment, tout va bien. Additionnellement, le ministre de tutelle, accompagné des autorités administratives et politiques du district de Bamako, était venu souhaiter bonne chance aux candidats. Je ne cesse de saluer et de féliciter les enseignants qui, malgré ces difficultés-là, ont su être là où ils devaient être. En même temps, d'ajouter nos félicitations aux enfants qui ont aussi, malgré la situation, ont eu la sagesse de s'adonner avec beaucoup d'ardeur aux études. Informant l'opinion publique de la tenue prochaine des examens dans les régions du Nord, le ministre a exprimé tout son regret à propos des insuffisances qui ont émaillé les examens du DF et du baccalauréat. Nous prenons des dispositions extrêmement dures pour qu'il n'y ait pas de fuite. Mais les examens se déroulent à divers niveaux. Et compte tenu de la situation qui prévaut actuellement et du nombre d'intervenants dans les examens, nous mettons en place un dispositif, nous élaborons des consignes, mais il y a des milliers et des milliers de gens qui interviennent dans la chaîne des examens. Et nous n'avons pas une maîtrise totale sur ça. Nous y travaillons, comme tous les pays du monde, à faire que nos examens soient le plus crédibles possible. Les épreuves du brevet de technicien et des instituts de formation des maîtres bouclent la boucle des examens de fin d'année scolaire au fondamental et au secondaire général, technique et professionnel. Page élections à présent. Comment superviser des élections? Les membres de la CENI sont en formation sur le sujet. L'initiative de la communauté des États sahariens CENSAD est soutenue par la fondation allemande Hans Seidel. Les intervenants au séminaire sont des spécialistes africains des questions électorales. Moïse Traoré. Le séminaire de renforcement de capacité de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est de nature à outiller la Commission dans ses missions de supervision des opérations électorales et dans la maîtrise des mécanismes de prévention de la contestation. L'initiative de la CENSAD regroupe 80 membres de la CENI et autres structures impliquées dans le processus électoral. Impartialité, votre code de conduite, intégrité, votre éthique, compétence et efficacité, votre credo, disponibilité, votre sacrifice et enfin, communication concertée, votre réflexe pour rassurer les acteurs politiques et le peuple malien. Oui, la communication, car elle est une matière inflammable. Et quand elle est de mauvaise qualité, elle embrase et consume.
La communauté a le soutien de l'ONG internationale allemande Fondation Hans Seidel. L'humanité entière se questionne sur les meilleures pistes à emprunter pour sortir le Mali de cette impasse d'une complexité hors du commun. À côté du Mali, il est dorénavant question des préoccupations quant à la sécurité de la région et même du monde dans une plus large mesure. Si la biométrie est une avancée notable, les événements survenus en Côte d'Ivoire et au Kenya sont à oublier. Au nom de la commissaire de l'Union africaine, Dr Aïcha Laraba Abdoulaye rappelle que l'histoire a montré qu'un échec électoral est de loin plus coûteux à rectifier que la réussite d'un processus électoral bien organisé et transparent. Cette session dure 4 jours. À Koulikoro, une mission du ministère chargé des élections a tenu au cours du week-end une journée d'information sur le processus électoral. La rencontre visait à informer les leaders communautaires sur les enjeux de la prévention des conflits électoraux, recueillir leurs préoccupations et les mettre en contribution en vue d'organiser des élections apaisées et crédibles. Le compte-rendu depuis Koulikoro de Seydou Traoré. À l'étape de Koulikoro, la mission du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a échangé avec les leaders communautaires sur 2 thèmes principaux, à savoir le cadre légal, enjeu du processus électoral et la nécessité d'une mobilisation autour de la remise des cartes NINA, ainsi que le rôle et responsabilité des autorités locales dans l'organisation et la tenue des élections de juillet 2013. Sur ces points, les exposés et les échanges débats ont permis de situer la part et la responsabilité de chaque acteur. Il revient donc à ce niveau aux chefs religieux, notabilités, communicateurs traditionnels, bref, la société civile, de restituer à la base les informations reçues et de s'impliquer à hauteur de souhait dans la réussite des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Sans carte, il n'y a pas d'élection. Vous n'avez pas de carte d'élection, vous ne pouvez pas voter. Donc, pour que les gens puissent aller voter massivement, il faut qu'ils aillent enlever massivement leur carte. Donc, mon appel, c'est de demander vraiment, de moins venu, qu'à tous les niveaux, aussi bien au niveau des villages, des quartiers, des grandes agglomérations, que chacun se déplace pour aller sur les lieux de discipline des cartes pour enlever leurs cartes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'élection sans ces participants-là. C'est les leaders religieux, ces chefs de quartier. C'est eux qui sont avec les populations, c'est eux qui sont proches d'eux, c'est eux qui peuvent amener le maximum de personnes à élever les cartes. Nina. En attendant la remise des recommandations issues de cette rencontre aux autorités compétentes, les participants de Koulikoro ont eu droit aux explications sur, entre autres, le délai de validité de la carte NINA, le rôle de la presse privée et les responsabilités des jeunes et femmes dans l'organisation et la tenue de ces élections de juillet 2013. Nous poursuivons avec ce communiqué du gouverneur de la région de Kidal qui informe les élus, députés et conseillers municipaux des cercles de Tissalit, Tinesako, Abeibara et Kidal qui souhaitent parrainer un candidat à l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qu'ils peuvent retirer les formulaires de parrainage auprès des préfets des 10 cercles tous les lundis et jeudis au niveau du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Assemblée générale des femmes du parti Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali ANCD, elles ont mis en place un bureau de 22 membres dirigé par Mme Askofare Mariam Aïdara. Moussa Fane, compte rendu. Pour élever les taux de participation aux prochaines élections présidentielles, l'association Izibou Arhaman ne veut pas rester en marge. C'est dans ce but que l'association a rencontré les journalistes pour donner sa position. Pour les responsables de l'association, chaque citoyen doit jouer un rôle pour la réussite des prochaines élections. Les activités de sensibilisation seront les créneaux pour atteindre ces objectifs. On a organisé cette conférence de presse pour mobiliser les gens, surtout les musulmans, d'aller voter cette année 2013, le 28 juillet, massivement. On dit à la population malienne, comme on voit tous les jours à la télé,
d'aller vérifier leur carte d'électeur. Les initiateurs se sont engagés à expliquer aussi les rôles de la religion dans la procédure électorale. Le guide spirituel de l'association a clairement dit aux hommes des médias que son association n'a pas de candidat. Leur souhait est le bon déroulement des élections. Le Mali, à l'instar des autres pays du continent, a célébré la journée de l'enfant africain. À cette occasion, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a déposé au mur des enfants à Bamako. Le compte-rendu de Adama Kodjo. Des problèmes sonores avec ce reportage, nous le retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. 15 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation du projet d'appui au développement rural de Tien, Koumou et de Tamani, PADER-TKT, en zone officerie de Ségou. Le ministre de l'Agriculture a lancé officiellement les travaux qui vont durer 10 mois. Le projet ambitionne de reconvertir certains casiers de l'officerie en maîtrise totale d'eau. Dougoufana Traoré. La fête était totale ce jour à Soké, à 40 km environ de Ségou, en zone officerie, dans la commune de Farakoumassa. Les populations de la zone y ont sorti tous leurs talents culturels pour remercier le gouvernement et son partenaire la BID pour la réalisation du projet PADER-TKT. Dans une adresse de bienvenue, le maire de la commune Salia Diara a déclaré que les avantages de ce projet ne sont pas qu'agricoles, car il prend en compte tous les aspects de développement à la base. À l'officerie de Ségou, il faut changer le fusil d'épaule en quittant l'agriculture liée aux aléas climatiques à une agriculture de réalité, et cela passe par la réalisation de ces PADER-TKT. Le PADER-TKT va permettre d'améliorer les conditions de vie et de l'environnement des populations par la mise à leur disposition de 20 points d'eau potable et 5 centres de santé réhabilités et dotés de plateaux techniques adéquats. La Société malienne de dragage et des travaux publics s'engage à honorer l'exécution des travaux pendant les 10 mois prévus dans le contrat. Nous serons dans le délai dans la mesure où, comme vous pouvez le constater, on a les moyens humains, le matériel que vous avez vu tout à l'heure. Les moyens financiers ne font pas défaut. De toute façon, le gouvernement du Mali est conscient du fait que le développement du Mali passera forcément par le développement du secteur agricole. Le PADER-TKT, c'est aussi une augmentation substantielle des rendements qui passeront de 2 à 6 tonnes à l'hectare au niveau des parcelles aménagées en système de maîtrise totale de l'eau, soit une superficie de 1271 hectares. Le PADER-TKT, c'est enfin une enveloppe d'environ 15 milliards. Sécuriser la production risicole en zone officerie de Ségou, ce serait à travers la reconversion progressive des casiers de la submersion contrôlée à la maîtrise totale de l'eau. Et ces aménagements prennent en compte les volets environnementaux. 74 millions de francs CFA, c'est le montant qui sera investi pour la construction des nouveaux centres de santé communautaires à Goundam. Le maire vient de poser la première pierre de l'infrastructure qui comprendra une dizaine de salles, des bureaux, laboratoires et un logement pour le médecin-chef. Nos correspondants dans la région de Tombouctou, Adama Djimde et Chérif Moulay. À travers la pose de la première pierre pour la construction d'un CESCOM à Goundam, le maire, Mme Sek Oumoussal, s'engage pour la reconstruction de sa commune. D'un coût total de somme, l'infrastructure permettra d'améliorer les conditions de vie du personnel. La construction et l'équipement d'un nouveau CESCOM à Goundam va contribuer à améliorer l'état de santé des enfants et des femmes surtout. Avec cette construction de ce nouvel CESCOM, ça va nous aider beaucoup. Et on sera un peu à l'aise pour travailler. Ce gigantesque projet qui vient de voir le jour est un véritable symbole pour l'initiatrice. Le nouveau CESCOM, la pose de la première pierre veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire la sécurité,
le retour de la sécurité, ça veut dire le retour de l'administration, ça veut dire la relance du développement. Donc c'est symbolique pour moi et c'est symbolique pour le Mali. Auparavant, Oumou Sall avait remis des moustiquaires et des produits pharmaceutiques contre le palu au CESCOM central de Goundam. Ces médicaments ont été donnés par un frère qui a voulu vraiment assister la mairie de Goundam à travers ma personne. Donc les moustiquaires c'est pareil, c'est un ami qui m'a offert ça. Ce geste vient à un moment où la population a été éprouvée par les dures conditions de vie imposées par les occupants. Tema Hubert Koulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a effectué du 15 au 17 juin 2013 une visite d'amitié et de travail au Koweït. Au cours de son séjour, le ministre Koulibaly a été reçu en audience par l'émir du Koweït à qui il a remis un message d'amitié et de fraternité du président de la République par intérim. Les deux parties se sont félicitées de leur convergence de vie et se sont engagées à œuvrer à la consolidation et à la diversification de leur coopération bilatérale. À cet effet, ils ont procédé à la signature de 2 accords, un accord sur la création d'une commission mixte de coopération et un protocole d'accord entre les deux ministères des Affaires étrangères sur la tenue de consultations bilatérales régulières. Je vous l'annonçais donc, à l'instar des autres pays du continent, le Mali a célébré la journée de l'enfant africain. À cette occasion, le ministre de la Femme, de la promotion de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant a déposé une gerbe de fleurs au mur des enfants à Bamako. Adama Kodjo pour le compte rendu. L'Afrique n'oubliera jamais les centaines d'enfants de Soweto massacrés en 1976 par le système ségrégationniste de l'apartheid. Ce dépôt de gerbes de fleurs par le ministre de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant au mur des enfants en est une parfaite illustration. Parmi les 16 pratiques qui ont été identifiées par le Mali, nous avons identifié 2 parmi celles-ci, dont l'excision et le mariage précoce. Par rapport à l'excision, nous avons fait des plans d'action. Ces plans d'action quinquennaux ont été mis en œuvre. La célébration de la journée intervient dans un contexte particulier pour le Mali. Une pensée pieuse est faite à l'endroit des enfants qui ont été victimes des actes terroristes. Déjà, le ministère en charge de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant s'attelle à la réinsertion de 8 enfants victimes. Ces 8 enfants seront transférés dans un centre éducatif pour les aider à récupérer en lieu et place de coupables qu'on les traite comme victimes, parce que c'est des victimes innocentes. La cérémonie a été une occasion pour les représentants des Enda Mali de formuler des vœux pour la réhabilitation du mur des enfants. Il y a eu un premier débat autour de ce mur-là où l'État, le gouvernement avait à un moment donné décidé de faire déplacer le mur pour un autre espace. Mais historiquement, on leur avait expliqué pour que nous puissions voir éventuellement est-ce qu'il y a opportunité de le garder ici ou pas. S'il y a lieu de le garder ici, avec les différentes autorités, il va falloir faire un travail de fond. La façade que présente ce mur-là, nous ne le voyons pas. Auparavant, les enfants avaient procédé à des prestations artistiques pour la paix au Mali. 10e Assemblée générale de la délégation centrale de l'Union des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants KEC Djigissémé, créé en 2004, le réseau compte de nos jours 5 caisses mutualisées et 17 points de service repartis entre les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Le compte rendu de Garibou Pérou. 15 690 crédits pour près de 39 milliards de francs CFA ont été octroyés aux usagers des KIC Djigissémé depuis sa création. Pour l'exercice 2012, cet établissement se présente comme une référence décentralisée en matière de microcrédits. Au titre du sociétariat, le budget de la KIC Djigissémé, qui prévoyait 3 838 membres, a été réalisé à 98%. Il en est de même pour le total actif, 81% de réalisation, soit plus de 5 milliards 600 millions de francs CFA. Quant à l'épargne qui avait augmenté de 7% entre 2010 et 2011, elle a diminué de 19%, passant de plus de 1 milliard 700 millions de francs CFA à seulement 1 milliard 435 millions de francs CFA. L'année 2012 a été celle de la poursuite des grandes mutations réglementaires
avec l'application de la nouvelle loi numéro 10-013 du 20 mai 2010. En vertu de cette nouvelle loi, votre caisse est classée dans la catégorie 1 des SFD, dite catégorie des grands. Nous rappelons pour l'année 2013 les déficits après à relever. Le renforcement de notre stratégie de recouvrement, le suivi régulier et efficace de la délinquance. La délégation centrale de la KIC Djigui-Sémé va encore jouer au cours des prochaines années le rôle de locomotive sur l'ensemble du réseau. La caisse s'intègre ainsi dans les principes de contrôle de la BCEAO. Les cas de manquement ci-dessous évoqués doivent être systématiquement relevés, communiqués à l'autorité du tutelle et surtout être sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur. Si l'année 2012 a été celle de la consolidation du réseau à travers les investissements pour la construction des sièges et le projet de mise en conformité réglementaire par rapport à la nouvelle loi régissant les systèmes financiers décentralisés, 2013, selon les administrateurs, sera principalement réservé au renforcement du recouvrement des créances en difficulté et la mise en œuvre du plan de redressement des points de service de Koulikoro, Fana et Kati. Toutes choses qui exigent l'abnégation, la patience, la détermination et la rigueur des cadres de la KIC Djigui-Sémé. À l'Assemblée générale de Niessigisso tenue à Ségou, on a noté un taux de croissance annuel de 3% en 2012. Cette assemblée a regroupé les responsables du réseau, les délégués des caisses affiliées et les responsables politiques et administratifs de la 4e région. Fousséni Samak. Au cours de cette 16e Assemblée générale annuelle de l'Union des caisses d'épargne et de crédit Niessigisso dans la cité des Balanzans, les participants ont examiné le rapport d'activité de l'exercice 2012, l'approbation des comptes equitis aux organes de gestion, la présentation du budget de l'exercice 2013 de l'Union. Malgré les difficultés rencontrées en 2012, le réseau Niessigisso a réalisé un taux de croissance de 3%. Les organes sociaux tels que le conseil d'administration, le comité de crédit et le conseil de surveillance et d'ontologie puissent présenter leur rapport d'activité. Et aussi, bien sûr, pour tout ce qui concerne le rapport de gestion, à travers les états financiers, à travers les comptes, pour que les membres puissent réellement être informés et aussi se prononcer sur l'ensemble des informations qui leur sont destinées. Permettez-moi d'avoir une pensée pour ces braves emprunteurs et emprunteuses, victimes de la crise politico-sécuritaire et qui, malgré leur situation difficile, se battent et remboursent sagement leurs crédits. Notons qu'à la date du 31 décembre 2012, Niessigisso compte 90 points de service répartis dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Tombouctou et le district de Bamako, avec 151 399 sociétaires, dont 42% sont des femmes. La remise de certificats et des prix à certaines caisses qui se sont distinguées a mis fin à cette 16e assemblée du réseau Niessigisso. Nous sommes le 17 juin et c'est la journée internationale de la lutte contre la désertification. Ne laisse pas ton avenir se tarir, c'est le thème de la journée, une occasion pour le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement d'attirer l'attention des populations sur les pratiques qui détruisent l'environnement. Les propos du ministre Ousmane Agrissa ont été recueillis par Batraoré. Nos pratiques de tous les jours occasionnent un énorme gaspillage des eaux de surface et des eaux souterraines. Rien que dans le delta intérieur du Niger, les pertes en eau sont estimées à 30 milliards de mètres cubes par an. Selon une évaluation économique plus récente du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement en 2009, les coûts des dommages environnementaux et des inefficiences dans l'utilisation des ressources naturelles, des matières et des intrants énergétiques représentent au Mali 21,3% du PIB, soit plus de 680 milliards. Formulé en d'autres termes, cela voudrait dire sur 100 francs CFA produits au Mali, chaque année, près de 21 francs CFA disparaissent sous forme de dommages environnementaux. Notre engagement en faveur de la gestion durable des terres tire de là toute sa portée, bien comprise, pour être une des composantes stratégiques du développement durable et de la réduction de la pauvreté. L'initiative Grande Muraille Verte et les activités d'amplification des bonnes pratiques de gestion durable des terres procèdent de cette volonté. C'est donc dire que le gouvernement du Mali a
a déjà perçu les contours du thème de la Journée internationale de lutte contre la désertification cette année. Nous réussirons parce que nous n'avons pas de terres exploitables que celles dont nous avons hérité de nos aînés et que nous devons transmettre aux générations futures. C'est là toute la problématique du développement durable. Au seuil du mois de Ramadan, le bureau exécutif du Conseil national des personnes âgées du Mali et l'association d'aide et d'assistance aux personnes âgées, en collaboration avec l'ONG Al-Farouk, organisent des journées de consultation ophtalmologiques avec intervention chirurgicale gratuite en faveur des personnes âgées du 19 au 25 juin 2013 à la Maison des Aînés. Cette activité exécutée par le Programme national de lutte contre la cécité est soutenue financièrement par l'ONG Al-Farouk Bamako. Les personnes intéressées par le présent communiqué sont priées de se présenter aux dates ci-dessus indiquées à partir de 7h30. Fin de parcours pour les Aigles du Mali dans la course pour la Coupe du Monde 2014, et cela après le nul hier de but partout face aux écureuils du Bénin. Ce score qualifie l'Algérie pour le prochain tour après sa victoire 1-0 à Kigali contre le Rwanda. Le résumé du match d'hier avec Abdul Karim Kaba. Fin de course pour les Aigles du Mali. Une semaine après le nul 1-1 contre le Rwanda, le Mali a été tenu en échec 2 buts partout par le Bénin. Dès les premières minutes, les Béninois, déjà éliminés, prennent les commandes du match. Finalement, à la 8e minute, le capitaine des écureuils, Stéphane Sessignon, ouvre le score. Mamadou Samassa n'y paye rien. Piqués au vif, les Aigles établissent la parité 7 minutes plus tard. Suite à une faute sur Abdou Traoré, le Mali obtient un penalty, lequel sera transformé par Mahamadou Samassa. 31 minutes, le portier Samassa sauve le Mali suite à cette frappe de Jodel Dossou. 32e minute, amené par le jeu offensif, les défenseurs maliens sont incapables de contrer Razak Omotoyossi, qui redonne l'avantage aux visiteurs. 2-1, score à la pause pour le Bénin. En seconde période, les Maliens montrent avec l'esprit de gagne. C'est pourquoi ils passeront à côté de l'égalisation à plusieurs reprises. 70e minute, à la suite d'un centre de Manadambele, Cheikh Tidiane Diabaté, entré au cours du jeu, met les pendules à l'heure. Avec ce but, l'espoir renaît. Mais les Aigles ne retrouveront pas les armes nécessaires pour faire plier les Béninois. Les entrées de Cheikh Fantamadi et de Sigamari Diarra ne changeront rien au tableau d'affichage. Score final, 2 buts partout. On a préparé ces 2 matchs-là dans des conditions très difficiles. Les premiers responsables, c'est nous les joueurs. Le coach, il est là pour nous aider. Mais les 90 minutes, les 90 minutes contre le Rwanda et contre le Bénin, c'est nous les joueurs qui étaient sur le terrain, pas le coach. Je pense qu'il est temps pour faire, en tout cas pour changer ce qui ne va pas. Parce que pour gagner un match de football, pour avoir des résultats au football, il faut travailler. La victoire, c'est seulement le fruit du travail. Mais nous, on ne travaille pas et on veut avoir les résultats. Je parle bien sûr, nous les joueurs en premier. Dans ce match, le Mali avait besoin d'une victoire pour pouvoir espérer une qualification à la Coupe du Monde. Mais les Aigles ont laissé filer l'Algérie au dernier tour des éliminatoires du Mondial 2014. Fin du gala de la Fédération malienne de boxe à Sikasso. 6 combats étaient au programme au Parc des sports de la région sous la présidence du chef de cabinet du gouverneur de la région, Amara Malé Diallo, pour le compte-rendu. Le gala de Sikasso est la volonté manifeste de la Fédération malienne de boxe de transporter désormais le centre des événements à l'intérieur du pays pour faire revivre le noble art. Les différentes interventions au début de la cérémonie sont toutes allées dans ce sens pour encourager l'instance fédérale à continuer ses efforts de vulgarisation. Le choix de la capitale du Kénédougou n'est pas un hasard. Il s'explique par le palmarès éloquent de la Ligue de boxe de Sikasso à travers ses valeureux fils
qui ont rendu un service inestimable à la boxe malienne. Dans cette droite ligne, la Fédération malienne de boxe est engagée à œuvrer pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité, du vivre ensemble tant espéré par tous les Maliens en lançant une série de galas dans l'ensemble des régions du Mali. Je voudrais vous assurer qu'avec la marque de confiance ainsi placée à notre région, Sikasso tiendra hautement le flambeau pour la promotion et le mieux-être de la boxe au Mali, voire à la sous-région. Après les discours, des médailles furent remises au boxeur Noun Sangaré, natif de la région, médaillé au deuxième jeu de la CEDEAO à Accra, à Mohamed Keita Sougoulé, champion du Mali, dont l'adversaire français n'a pas effectué le déplacement, et à Draman Diallo et Adama Kone pour service rendu. Après les médailles, c'est un lot d'équipements de boxe qui a été offert par le parrain, l'honorable Ousseini Amiongino. 5 combats, dont un d'exhibition, étaient au programme de cette soirée, au cours de laquelle le public sikasso a réellement démontré son amour pour la boxe. Chez les mouches de 52 kg, Moussa Dambélé de Sikasso en casque bleu gagne face à Lassana Kamara de Nieta Bamako. Chez les légers de 60 kg, c'est encore un Sikassois plus puissant et plus alerte, Lassine Traoré, qui prend le meilleur sur Konipo Kamaté du stade malien de Bamako par arrêt de l'arbitre. L'avant-dernier combat chez les mi-moyens de 69 kg est équilibré entre Suleiman Mangara de Ségou en casque rouge et Lassine Kone de Sikasso. Et là encore, c'est le Sikassois qui gagne au point. Le dernier combat de la soirée entre Mahamadou Doucouré du Real et Oumar Konaté de l'Espace n'ira pas à son terme, puisque l'arbitre décide tout simplement de disqualifier les deux boxeurs qui refusent de combattre. Mais au-delà des résultats techniques et du couac du dernier combat, c'est la réussite de la Fédération malienne de boxe à transporter les combats dans nos régions, ce qui visiblement a fait plaisir. C'est une fierté pour moi que ce gala de boxe soit organisé à Sikasso et je ne suis pas surpris du tout. Voilà, entre sport et santé, il n'y a qu'un pas. La chronique santé du jour s'intéresse au ronflement. Si vous avez un proche qui ronfle en dormant ou si c'est à vous-même que cela arrive, eh bien, sachez que vous ne vous reposez pas à 100%. Le ronflement, quand il est chronique, peut causer des problèmes comme une baisse de la productivité, des problèmes d'oxydation du sang et à cela s'ajoutent les problèmes au sein du couple. Focus santé sur le ronflement, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. Le ronflement est un bruit émis par un sujet en plein sommeil et qui est dû à la vibration des muscles du pharynx. Il peut être occasionnel ou chronique et nécessiter un traitement adéquat. Dans le contexte malien, le ronflement est un signe de bon sommeil et il n'est considéré comme problème que pour celui qui dort à côté du ronfleur. Pourtant, il peut être observé aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Ça peut être dû chez l'enfant, par exemple, une augmentation du volume des amygdales ou des végétations adénoïdes. Donc ça peut être une hypertrophie adéno-amygdalienne chez l'enfant. Chez l'adulte, ça peut avoir plusieurs causes. Nous avons ce que nous appelons les causes médicamenteuses, par exemple. Certains médicaments, surtout les somnifères, entraînent donc un relâchement des muscles du pharynx pendant le sommeil et cela peut entraîner donc le ronflement. Des boissons comme l'alcool, le tabac aussi, la fumée. À part cela, nous avons aussi des déformations, des malformations anatomiques. Ce que nous appelons la macroglossie. Ça veut dire quoi? La grosse langue. Nous avons ce que nous appelons certaines malformations du faciès, c'est-à-dire de la boîte crânienne elle-même, peut entraîner effectivement ces ronflements. Au Mali, il n'y a pas de chiffres sur le ronflement et rares sont ceux qui consultent pour cette maladie. Mais on retiendra que tous les ronfleurs ne sont pas obèses. Une étude menée en France dit que 30% des ronfleurs de ce pays ont un poids normal. En tout cas, quand on ronfle toute la nuit, cela se ressent le jour. Parce que le ronflement se manifeste chez ce sujet comme le matin. On a une sensation de fatigue au réveil. Alors que normalement, le soir, après le sommeil, on doit se reposer. Ce patient a une sensation de fatigue. Des endormissements au bureau qui peuvent même se traduire par des endormissements au volant. Donc risque d'accident. C'est pourquoi, dans certains pays européens, le ronfleur chronique diagnostiqué est interdit de conduite dans le transport public. Le ronflement peut être sévère et aboutir à des arrêts respiratoires répétés de plus de 15 secondes pendant le sommeil. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'apnée du sommeil qui peut avoir des conséquences sur d'autres organes. D'abord, le cœur.
qui le soir, au sommet, normalement, devrait se reposer, s'accélère. Donc la personne aura une tachycardie. Donc le cœur ne se mettra pas au repos le soir quand la personne est couchée. En dehors de cela, on a une élévation de la tension artérielle chez ces patients-là. Et le ronflement avec ces arrêts respiratoires qui suivent peut entraîner une baisse de l'oxygénation de l'organisme et plus particulièrement du cerveau de l'ordre de 30%. Cela se traduit par quoi? Par un risque accru de l'hypertension artérielle, de l'infarctus du myocarde et parfois même d'hémiplégie chez ces patients. Dans le couple lui-même, des fois, le ronflement est source de divorce parce que les deux conjoints n'arrivent pas à supporter ce bruit nocturne émis par l'un. Le ronfleur est vu comme un empêcheur de dormir. Quand le ronflement nécessite une prise en charge, on peut aller de la médication à l'utilisation d'appareils aidant dans la respiration en passant par l'intervention chirurgicale. Alors si vous pensez que vous dormez bien parce que vous ronflez, détrompez-vous, le ronflement vous empêche de respirer correctement pendant que vous dormez. Eh bien, si vous ronflez, dès ce soir, vous pouvez prendre des mesures individuelles en arrêtant de dormir sur le dos, car dormir dans cette position peut en être une des causes. Fin de ce journal donc. Demain, dans la journée, vous serez en compagnie de Amadou Sankaré. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, pour les rendez-vous du soir. Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous.